Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Ravie également de retrouver Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Et vous êtes l'une des figures des MedTech. Vous êtes d'ailleurs le fondateur de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé de l'Arc Alpin. On va y revenir dans quelques instants dans cette émission. Il sera aussi question des douleurs que l'on ne voit pas avec vous, Audrey Aronica. Bonjour. Bonjour. Et vous souffrez depuis plusieurs années d'algie vasculaire de la face. Vous avez tourné un clip pour sensibiliser le grand public sur ces douleurs invisibles. On va aussi monter dans cette émission dans le nouvel hélicoptère du CHU Grenoble-Alpes. Et puis notre dossier sera consacré au protoxyde d'azote, de l'usage médical à l'usage récréatif et ses conséquences sur l'environnement. On fera le point avec les docteurs Fabienne Jérémy et Bruno Revol. Mais avant tout cela, Vincent, je voulais revenir avec vous sur un véritable coup de tonnerre. N'ayons pas peur des mots. Après 9 ans, vous avez décidé de quitter la présidence de Medicalps. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, Marie-Caroline, je vais me permettre juste de vous corriger sur un point. Je n'ai pas créé Medicalps. Medicalps, nous avons fêté les 20 ans au mois de mars et Medicalps a 22 ans. Donc, j'ai assuré une présidence, effectivement, qui a été longue, mais j'ai eu des prédécesseurs. Mais comme on vous connaît depuis toujours, on a l'impression que vous êtes à l'origine de tout. Alors, à l'origine de cette émission, éventuellement, oui, ça, je veux bien en assumer la paternité avec Gérard Balthazar, le directeur de Télé Grenoble, puisque ça a été un des éléments de cette présidence qui a duré 9 ans. Pourquoi vous partez alors ? Pourquoi partir ? Je pense Vous que... ne partez pas vraiment. D'abord, je passe le relais et je reste aujourd'hui administrateur de l'association et membre du bureau, effectivement, pour passer le relais à Jacques Husser. 9 ans de présidence, c'est long. Je souhaitais passer le relais il y a déjà 2 ans. Malheureusement, il y a eu l'épisode de Covid que l'on a connu. Les dirigeants d'entreprises se sont consacrés au développement de leurs entreprises en priorité. Je pense que dans tout être vivant, il y a une nécessité de renouvellement. Que ces 2 mandats, c'était déjà bien. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour insuffler un nouveau dynamisme à l'association, passer le relais était un impératif. Maintenant, c'est pas forcément, ça a été une émotion de le passer. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette présidence pendant ces 9 ans. Justement, de quoi êtes-vous le plus fier ? Plus fier, je pense déjà du travail des équipes passées et présentes de Medicalps, du dynamisme de l'association, de la reconnaissance du secteur des technologies de la santé en Isère. Moi, je garde ce titre d'une revue de BPI France, qui est le grand organisme de financement de l'innovation en France, qui avait titré sur Grenoble, la Mecque des MedTech en France. Grenoble, ce n'est pas qu'une ville dans l'innovation dans le domaine de la microélectronique, du semi-conducteur, mais nous avons la chance d'avoir 35 000 emplois en Isère dans le domaine des technologies de la santé, du CHU bien évidemment, mais d'entreprises qui sont des leaders mondiaux comme Becton Dickinson, comme Roche Diagnostic, comme bioMérieux. Non, Evéon. Plus personnellement dans quelques années. Mais on a de très belles entreprises dans la région. On a un terreau qui est fabuleux et je pense que le faire savoir, attirer des partenaires, attirer des talents en Isère, c'est quand même clé. Et tout ça, ne l'oublions jamais, toutes nos entreprises sont tournées quand même au bénéfice des professionnels de santé et des patients. Est-ce que vous pouvez nous présenter le nouveau président qui n'est pas tout à fait un inconnu, Jacques Husser ? Alors, pas tout à fait un inconnu, puisqu'on a présenté au cours d'une émission il y a quelque temps Remedilabs, qui est l'entreprise qu'il a fondée fin 2016. Jacques est une personne qui a une formation dans le domaine de l'électronique et des télécoms, qui avait été dirigeant d'une entreprise, notamment co-dirigeant d'une entreprise dans le domaine des objets connectés, dont on a beaucoup parlé, Sigfox sur Toulouse, et qui a créé Remedilabs il y a donc maintenant 6 ans.
qui est dans le domaine de la santé digitale et une technologie de rupture pour lutter contre la douleur, de bracelets qui permettent de générer des endorphines, qui se développent très fort. Voilà, alors la douleur, on va continuer d'en parler avec notre prochaine invitée. Merci beaucoup Vincent, Merci, vous restez avec nous. Audrey Aronica, je le disais en introduction, vous souffrez donc d'une algie vasculaire de la face. Comment avez-vous découvert que vous étiez atteinte par cette maladie ? Le chemin était très long, très compliqué, une grosse errance médicale, errance de diagnostic. Donc j'ai une algie vasculaire de la face, mais aussi une névralgie d'Arnold. Donc tout a commencé avec cette névralgie d'Arnold, donc qui sont des douleurs qui partent de l'arrière de la tête, qui remontent sur le sommet du crâne et qui descendent jusqu'au visage. Après, l'algie vasculaire de la face s'est déclarée, c'est descendu au visage, aux yeux. Les douleurs sont devenues atroces, se déclarent par des crises. Vous avez l'impression qu'on vous enfonce un pieu brûlant à l'intérieur de l'œil. Lors de crises, j'ai l'impression qu'on m'arrache les dents, que le visage est complètement broyé. Vous ne savez plus comment vous mettre. Vous vous pliez en deux, vous vous couchez, vous tapez la tête contre le mur. Ce sont des crises vraiment très violentes, inhumaines. On sait ce qui provoque ces crises ? Non, c'est arrivé du jour au lendemain. Alors chez moi, c'est arrivé du jour au lendemain, comme chez tous les malades, d'ailleurs. Cette maladie, on l'appelle aussi la maladie du suicide. Ce sont des douleurs atroces. Les douleurs sont inhumaines. Certains médecins disent que ce sont les pires douleurs, toutes maladies confondues. Mon neurologue la note à 11 sur 10 sur l'échelle de la douleur lors des crises. Quelles sont les conséquences sur votre quotidien ? J'ai fini par perdre mon travail. J'étais à mon compte depuis 12 ans sur Mélan. Donc, j'étais esthéticienne, j'avais mon cabinet. J'ai dû fermer mon cabinet car je n'arrivais plus à travailler. Étant d'un tempérament hyperactif, j'ai voulu retravailler dans un bureau. Donc, je me suis fait embaucher comme secrétaire. Mais là aussi, c'était terrible de rester... On ne sait jamais à quel moment ça va arriver. Les crises, déjà, on ne sait jamais à quel moment elles vont arriver. Mais moi, je souffre de la maladie dans sa forme chronique. Donc, c'est quand même assez rare. Mais ce qui veut dire que j'arrivais à la fin à avoir 8 à 10 crises par jour. Donc 8 à 10 crises par jour, voilà, quoi, c'est inhumain, vous ne sortez plus, quoi. Je me suis coupée de mes amis, de ma famille. Vous n'avez plus de vie, en fait. Et là, on vous voit et on ne voit pas votre maladie. Ah oui, puis en plus, on est un peu maquillée. Voilà, on ne voit rien du tout, c'est invisible. C'est aussi pour ça que vous vous battez, pour que cette maladie invisible soit reconnue. Vous êtes membre de l'association francophone pour vaincre la douleur et pour sensibiliser le public à toutes ces maladies invisibles. Vous êtes à l'origine d'un clip. C'est ça. On va le regarder. Elle est toujours là. Pourtant, personne ne la voit. Elle n'apparaît ni sur mon corps, ni sur mes radios. On me dit que j'exagère, que je suis paresseux, que tout ça c'est dans ma tête. Mais chaque jour, elle me poignarde, elle me brûle, me foudroie. À cause d'elle, j'ai perdu mon travail, ma confiance en moi, mon autonomie. Alors la prochaine fois qu'on se verra, ne vous fiez pas aux apparences. Les douleurs sont invisibles, les épreuves aussi. En France, 12 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques. Soyons solidaires et empathiques. Donc on a vu le petit titre de l'association, puisque vous êtes membre de cette association. Votre mission, c'est aussi d'écouter les gens comme vous ? Oui, d'ailleurs, depuis le clip, beaucoup de malades nous contactent et veulent trouver de l'aide, un soutien, parce qu'on s'isole. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est restez pas seul. Des associations existent, les réseaux sociaux existent aussi, des groupes de malades. Il ne faut pas s'isoler, il faut en parler. Est-ce que pour votre maladie, il existe un traitement ? Alors, il existe beaucoup de traitements, heureusement, qui sont efficaces pour beaucoup de malades. Mais chez moi, qui ne fonctionnent pas, ou du moins s'il y en a un qui fonctionne, mais qui n'est malheureusement pas remboursé, ce sont les anticorps monoclonaux, donc pour le traitement de la migraine. Et le mien me coûte 245 € par mois.
Voilà. Là, il faudrait que ce soit le ministère de la Santé qui rembourse. Là, maintenant, la seule façon, ça serait d'avoir un arrêté ministériel ou que les labos refassent de nouvelles études cliniques. Mais cela va prendre beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, au mieux, c'est soulager la douleur. Je continue. Là, hier, j'ai acheté ma 20e boîte. Donc, je suis à 20 fois 245 €. Ça fait très mal. Mais je continue les soins au CHU de Grenoble. J'ai eu une neurolyse il y a 15 jours. Donc j'ai bon espoir aussi que ça me fasse diminuer les médicaments, car la prise quotidienne de médicaments quand on souffre de douleur, c'est très difficile. On espère qu'avec le passage dans cette émission, puis surtout votre clip, vous serez entendu. Merci beaucoup. Merci Audrey. à vous. Dans l'actualité également, le CHU de Grenoble-Alpes se dote d'un nouvel hélicoptère. Rond comme un ballon de rugby, jaune comme un citron, ce n'est pas Pac-Man, mais vitamine 14. Se rendre au plus près des blessés, y compris dans nos territoires en zone de montagne. Pouvoir les transporter le plus rapidement possible, seul un hélicoptère peut accomplir ces prouesses. C'est dire si le nouvel équipement du CHU Grenoble-Alpes était attendu par les personnels médicaux et les pilotes, d'autant qu'il consomme aussi moins de kérosène que l'ancien. C'est un hélicoptère qui est neuf, qui a un volume, un espace à l'intérieur qui est plus grand que sur le précédent hélicoptère que nous avions et qui permet donc de faire des gestes de secours avec plus d'aisance et d'arriver à embarquer des personnels en formation. Et c'est important qu'on puisse les faire monter à bord pour apprendre les gestes techniques, le secours en montagne, etc. Alors l'intérêt de ce nouvel hélicoptère, c'est déjà de passer sur une machine de toute dernière génération. Qui permet d'aller un petit peu plus vite, qui permet surtout d'enchaîner les missions de manière un petit peu différente parce qu'il nous offre une autonomie qui est bien supérieure à ce que l'on avait au précédent. Ça apporte aussi un confort de vol qui est bien différent. Alors confort de vol pour nous, équipage, dans la mesure où la machine est très bien équipée en termes d'instrumentation, de pilote automatique, de cartographie embarquée, ce qui nous permet d'avoir une facilité à la navigation, à l'observation de ce qui se passe, mais également un confort de vol pour les équipes médicales, parce que c'est une machine qui vibre beaucoup moins que ce que vibrait l'ancienne, et avec un espace de travail à l'arrière qui est bien supérieur. La première chose par rapport à l'hélicoptère qu'on avait avant, c'est qu'on a plus de place, on peut être à 3 personnels de santé, donc en général 2 fonctions médicales, on a un médecin et un interne en fin de cursus qui va être amené à prendre des interventions après en hélicoptère, et puis un infirmier, et donc avec beaucoup plus d'espace que ce qu'on avait avant pour travailler auprès du patient, et donc beaucoup plus de sécurité si on a besoin de faire des gestes techniques, y compris en vol. Allez, en plus du CHU de Grenoble, cet appareil pourra traiter les appels des hôpitaux de Montélimar, Briançon, Gap et Thonon. Voilà, vous connaissez peut-être ces petites cartouches qui permettent de réaliser de la crème chantilly, à moins qu'il ait été utilisé pour calmer le petit dernier lors d'un passage aux urgences et quelques points sur le front. Depuis une dizaine d'années, et le phénomène ne fait que s'amplifier, le protoxyde d'azote envahit aussi l'environnement des ados et des jeunes adultes. Il n'est donc plus seulement utilisé dans le milieu médical ou industriel. Ces ados ou adultes qui s'en servent pour planer. Des différents usages du protoxyde d'azote, médical, récréatif, ses effets sur la santé et l'atmosphère. On va en parler à présent avec nos 2 invités. Docteur Fabienne Germy, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU Grenoble-Alpes. À vos côtés, docteur Bruno Revol, bonjour. Bonjour. Et vous êtes pharmacologue au Centre régional de pharmacovigilance et d'addictovigilance du CHU. Ça fait un titre un petit peu long. Avant de commencer, pour qu'on comprenne bien, vous faites quoi dans ce centre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais parler peut-être plutôt de l'addictovigilance, parce que c'est ce qui m'amène aujourd'hui particulièrement. Donc, c'est la surveillance de tous les risques d'abus et de dépendance vis-à-vis de l'ensemble des substances psychoactives ou drogues. Donc, aujourd'hui en particulier, je viens vous parler du protoxyde d'azote. Voilà, vous recueillez les données et essayez de faire un état des lieux. Exactement. L'idée, c'est de savoir à peu près ce qui se passe dans notre région en termes de consommation de drogue, des modalités de consommation et de pouvoir éventuellement alerter lorsqu'on est confronté à une problématique de santé publique de premier plan. Comme ça peut être le cas, on va le voir avec le protoxyde d'azote. C'est quoi le protoxyde d'azote ? C'est un gaz. Oui, c'est un gaz. Nous, en médecine, on s'en sert pour traiter la douleur. C'est un médicament qui a été classé comme antalgique, c'est-à-dire antidouleur. Donc on s'en sert en anesthésie, par exemple en pédiatrie beaucoup, pour poser les perfusions chez les enfants qui vont
pas forcément se laisser faire au premier abord, ou pour potentialiser, c'est-à-dire aider à l'anesthésie. D'accord, on va revenir sur tout ça. Un gaz inodore et incolore, c'est un gaz, ça implique donc qu'il faut l'inhaler, c'est bien ça? Voilà. Est-ce que c'est une drogue? Vous avez évoqué tout à l'heure ce terme-là. Eh bien oui, ça tombe tout à fait dans le champ, le domaine, la définition des drogues. Donc c'est une substance capable de modifier notre façon de percevoir les choses, notre façon de penser, de nous comporter, nos émotions. Et donc ça rentre tout à fait dans la définition des drogues. Alors je précise une drogue légale. Je sais que ça peut surprendre certains, mais oui, comme l'alcool est une autre drogue légale, le protoxyde d'azote rentre tout à fait. Le tabac, bien sûr, rentre tout à fait dans ce champ, dans cette définition. Alors, on l'a découvert quand, à quel moment on a découvert ses propriétés et puis on s'en servait pourquoi? Donc, le protoxyde a été découvert en 1772, donc ce qui en fait un gaz assez ancien, par un chimiste anglais. Et puis, il n'a pas été tout de suite utilisé dans le domaine médical. Il a d'abord été utilisé comme gaz euphorisant dans les sociétés mondaines du 19e siècle. Là, on va voir quelques gravures de l'époque. Tout à fait. Donc, il n'était pas du tout envisagé comme à usage médical. Et c'est qu'à partir du milieu du 19e siècle, 1846, qu'un médecin dentiste a eu l'idée de l'utiliser pour des extractions dentaires. Ah oui, c'est mieux quand on est un petit peu endormi pour une extraction dentaire. Alors, en médecine, on parle de méopa. Est-ce que c'est la même chose? Alors oui, le méopa, c'est simplement un mélange gazeux qui est déjà prêt à l'emploi et qui mélange de manière équimolaire. C'est mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. C'est l'acronyme en fait. Pourquoi on le mélange? Parce que pur, le protoxyde d'azote n'est pas respirable en fait. On va faire une asphyxie de la personne si on lui met un gaz pur. Il faut absolument le mélanger à l'oxygène. Donc c'est ce mélange qui s'appelle le méopa. Oui. C'est ce qu'on appelle un usage médical validé, c'est bien ça? En tout cas, ça a été validé par... Oui. On peut s'en servir, on s'en sert en France. Et voilà. Vous l'utilisez comment à l'hôpital? Vous avez évoqué les bouteilles. Oui, alors nous, on a deux formes de mélange gazeux à l'hôpital. C'est soit sous forme méopa, donc qui est plutôt utilisé dans les services. Nous, en anesthésie, on a directement le protoxyde pur au niveau mural. Donc on peut le remélanger au niveau de nos stations d'anesthésie. C'est ce qu'on peut voir quand on est hospitalisé. Il y a des petites prises. Oui, il y a des prises au mur. On branche un câble jusqu'à... Alors les prises de protoxyde sont uniquement au niveau des blocs opératoires et salles d'intervention parce qu'elles ne peuvent pas se retrouver seules dans les services puisqu'il faut absolument un mélange. Comme je vous le disais, il ne peut pas être utilisé pur. L'usage... Quel effet on cherche à obtenir? Il y a un antidouleur, mais pas que. Alors pour l'anesthésie, si, c'est que l'effet antidouleur et puis l'effet un petit peu euphorisant, dysleptique un petit peu, pour pouvoir perdre un peu cette conscience de l'acte qui peut être invasif, notamment pour les enfants. Perdre un peu la conscience qu'effectivement on va avoir une piqûre qui va être douloureuse, donc déconnecter un petit peu et avoir cet effet antalgique également. Donc on l'utilise beaucoup à l'hôpital couple-enfant. Oui. C'est aussi pour évacuer tout ce stress. Parfois, il faudrait même l'utiliser sur les parents qui accompagnent les enfants parce que c'est eux qui communiquent aussi leur stress un petit peu, non? Alors là, je ne vais pas répondre, je vais dire joker. Oui, les enfants, parfois, n'ont pas forcément besoin de ce mélange. Une anesthésie locale peut être suffisante et il faut juste pouvoir expliquer à l'enfant le fait de faire l'anesthésie locale et puis après il ne sentira plus rien du tout. Le problème actuellement c'est que beaucoup de soignants pour des raisons de facilité et d'abord de l'enfant mettent le méopa sans forcément demander aux parents ou à l'enfant. Parce que les parents ne sont pas forcément, on leur dit on va un peu calmer votre enfant, on va le endormir, on va le détendre un peu, mais on ne sait pas trop ce qu'on met. Alors, je ne travaille pas spécialement aux urgences pédiatriques, mais je pense que c'est fait de manière assez systématique, oui, pour que tout se passe pour le mieux. Et justement, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de leur faire diminuer leur consommation. Alors, on va se rendre justement à l'hôpital couple-enfant, où ce protoxyde d'azote, ce méopa est utilisé. On va écouter une de vos collègues. Alors nous, au bloc opératoire, on l'utilise encore, par exemple, pour poser des voies veineuses, des cathéters qu'on met dans la veine des enfants. On le met au moment où on va poser la voie veineuse pour que ça devienne un geste plus agréable, avec un meilleur ressenti.
voire non douloureux, pour ensuite procéder à notre anesthésie. Pour la plupart des enfants, c'est un effet plutôt agréable, où ils sont un petit peu déconnectés du moment présent, enfin de là où ils sont. Et c'est toujours des moments à très forte émotion. On comprend que tout enfant qui passe au bloc opératoire a un certain niveau de stress. Et le proto nous aide à diminuer ce stress, à mieux accepter d'être au bloc, de donner son bras pour avoir une perfusion. Et puis, il y a aussi un effet carrément où ça enlève la douleur, qui n'est pas énorme non plus, liée à la pose de la perfusion. Sur une utilisation avec la nôtre, j'ai envie de dire que le risque est franchement proche de zéro, parce qu'on est des professionnels, parce qu'on utilise une machine spéciale pour délivrer une quantité de protoxyde d'azote qui est absolument sûre, déterminée, qui est balancée avec une certaine quantité d'oxygène. Donc tout est ultra contrôlé, donc on ne prend pas de risque à faire ça. Donc tout est ultra contrôlé. Comment on décide de la dose qu'on va donner à l'enfant? C'est en fonction de son poids, de plein de choses? Non, c'est en fonction du pourcentage. Justement, là, vous avez vu aux images que vous avez filmées en pédiatrie, c'était 50%. Donc c'est équivalent du Méopa, 50% d'oxygène, 50% de protoxyde d'azote. Et c'est pendant, on s'en sert... le temps que l'enfant s'endorme, en fait. Oui. Généralement, on n'en a pas besoin pour l'opération, ce qu'on faisait avant, mais qui tend à disparaître. Maintenant, on s'en sert plus du tout pour l'opération, on s'en sert vraiment que pour ce qu'on appelle l'induction de l'anesthésie. Alors, vous faites partie d'un comité de pilotage au CHU Grenoble-Alpes qui étudie cet usage. C'est bien ça. Pourquoi vous avez décidé d'étudier cet usage, que ça pouvait être intéressant? Oui, parce que le protoxyde d'azote, c'est assez peu connu, mais c'est aussi un gaz de réchauffement de l'atmosphère, donc un gaz à effet de serre qui malheureusement réchauffe à quasiment 300 fois plus que le CO2 de l'atmosphère, qui reste 114 ans dans l'atmosphère une fois qu'il est émis et qui détruit aussi la couche d'ozone. Donc c'est un réel Et on s'en sert tous les jours à l'hôpital? Oui, alors justement, au niveau de l'anesthésie, on a fait une enquête et on s'est aperçu que les anesthésistes s'en servent de moins en moins. Malgré tout, les consommations restent toujours élevées. Donc on essaie de trouver pourquoi et probablement on se dirige vers une idée de se dire qu'il y a peut-être des fuites sur les circuits qui sont très anciens puisqu'ils ont été construits, je pense, à l'origine en 1970. Je crois que c'est l'origine de Michelon. Voilà, mais comme il y a des gros travaux qui vont être entrepris bientôt, tout devrait rentrer dans l'ordre. On l'espère. Quand vous interrogez vos collègues sur ces usages, est-ce qu'ils sont étonnés ou est-ce qu'ils vous disent « Ah bah oui, c'est vrai, j'aimerais bien l'utiliser moins » ou... Alors non, ça fait plusieurs années que le message est quand même passé au niveau de notre Société française d'anesthésie-réanimation qui a édité des fiches, justement, la SFAR Green, c'est un sous-comité de la Société française, justement pour nous faire sortir du protoxyde d'azote. L'utiliser de moins en moins, maintenant on le sait qu'il est très polluant et qu'il détruit la couche d'ozone. Donc la plupart de mes collègues ne l'utilisent pas ou très peu. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est pourquoi il y a encore de la consommation murale. Et on a aussi un volet de travail sur tout ce qui est bouteilles d'oxygène, donc de Méopa, de mélange déjà prêt, pour les 3 services les plus gros consommateurs. C'est de loin les urgences pédiatriques, malheureusement, médicales et chirurgicales, et les urgences adultes nord et sud. Donc là, il va falloir aussi qu'on aille voir leurs pratiques et leur expliquer le pouvoir polluant de ce gaz. Alors, est-ce qu'on sait par quoi on pourrait le remplacer? Quelles seraient les alternatives? Alors oui, il y a un travail actuellement d'une interne en médecine pour essayer d'étudier si le détournement de l'attention des enfants, par exemple aux urgences pédiatriques, par des lunettes de réalité virtuelle, pourrait faire une diminution de consommation du Méopa. Et puis, si ça peut ne pas marcher ou si c'est au niveau de la face que la plaie se trouve, on peut utiliser, c'est pareil, une machine qui va être en presse, qui va dépolluer le protoxyde d'azote, puisque le protoxyde, c'est 2 atomes d'azote et 1 atome d'oxygène. Et cette machine permettrait de chauffer ce gaz et de reséparer l'azote et l'oxygène, donc en gaz non polluant, puisque c'est les constituants de l'air. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur la santé des professionnels? Alors, à chaque fois qu'on utilise un gaz, il faut normalement une prise d'extraction des gaz, prise SEGA.
ce système d'évacuation des gaz anesthésiques ou prise d'extraction d'air. Et effectivement, il ne faut pas que les personnels restent trop en contact avec ces gaz. Une fois que l'intervention est terminée. Et que... Est-ce qu'il peut y avoir des risques pour des enfants qui auraient besoin d'avoir une intervention chirurgicale ou en tout cas de venir souvent à l'hôpital pour faire des perfusions? Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque d'accoutumance déjà dès ce plus jeune âge? Alors, c'est peut-être à Bruno de répondre. Oui, effectivement, on l'a déjà observé, il peut y avoir certains jeunes qui, au cours de leurs soins, découvrent l'homéopathie dans un contexte tout à fait médical et encadré, mais qui accrochent vis-à-vis de ce produit et qui ensuite basculent sur d'autres formes de protoxyde d'azote dont on va parler, je pense, juste après, avec les bonbonnes et les siphons à chantilly que vous nous avez amenés. Voilà, alors juste avant ça, l'autre usage, c'est un usage industriel aussi. Il peut y avoir un usage dans certaines industries de protoxyde avec des bonbonnes. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans certaines de... Non, pas encore. Non. Peut-être qu'un jour, vous aurez un futur adhérent qui utilise du protoxyde. Alors, chez tous les adhérents, ça, je ne peux pas savoir, mais pas ma connaissance en tout cas. Alors, Bruno Revol, on va évoquer donc avec vous l'usage détourné du protoxyde d'azote. Donc, on peut le dire tout de suite, à consommer trop de chantilly, à part une crise de foie, normalement, il n'y a pas de risque. Pour la chantilly, il n'y a pas de risque. Voilà, on peut y aller. On entend parler de plus en plus du protoxyde d'azote, de cette addiction. Est-ce que c'est juste un effet comme ça des médias ou il y a effectivement de plus en plus de consommateurs ? Alors malheureusement non, il y a de plus en plus de consommateurs. Effectivement, j'ai regardé les chiffres, donc il faut savoir que c'est une consommation qui débute très souvent chez les collégiens. C'est initié à ce moment-là, donc on a tous les ans une enquête qui s'appelle En Classe, qui nous permet de suivre un petit peu les consommations de substances psychoactives de drogue chez les plus jeunes. Et l'an dernier, chez donc, les jeunes de 15 ans, c'est une enquête qui a lieu à la fin de la 3e, on avait 5,5% de ces jeunes qui avaient déjà consommé du protoxyde d'azote. Et ensuite, cette consommation, elle va augmenter avec le temps, donc au lycée et puis chez les étudiants. On a une autre enquête qui est un petit peu plus ancienne, qui a quelques années maintenant, mais qui avait été réalisée chez les étudiants, avec une moyenne d'âge de 21 ans. Et là, on avait plus d'un étudiant sur 4 qui avait déjà... Un étudiant sur 4, ça paraît énorme. Un étudiant sur 4, ça paraît beaucoup. Ça fait partie du top 3 des substances des drogues les plus consommées chez les étudiants, avec le cannabis et le poppers. C'est les grands classiques. Si on compte pas l'alcool. Hors alcool et tabac, il faut bien sûr le préciser. Et tabac. Mais du coup, il faut peut-être aussi revenir sur les modalités de consommation. Voilà. Si les gens ne savent pas très bien comment on consomme du proto. Donc, vous avez amené le fameux siphon à chantilly et les cartouches. Voilà, ce sont les petites cartouches qu'on achète en supermarché. Exactement. On peut les trouver où aussi ? Alors, malheureusement, j'ai envie de dire partout. On les trouve sur Internet, en supermarché. Très facilement. Donc une petite cartouche comme celle-ci, normalement se glisse dans un siphon pour préparer de la crème chantilly. C'est pas une émission culinaire, mais voilà, non. Hop. Donc effectivement, on fait comme ça. Ça se glisse là-dedans. La grosse différence avec ce qu'on a pu évoquer... ça se revisse, et après on a notre crème frais, un petit peu de sucre vanillé, et poum. Voilà, sauf que si on met pas effectivement, si on met rien dans le siphon, on va pouvoir extraire le gaz qui est contenu à l'intérieur de la cartouche, donc le protoxyde d'azote. Ça casse la petite capsule. Voilà, donc ça c'est le traditionnel siphon, mais on a aussi des outils maintenant, qui sont commercialisés, qui permettent d'extraire le gaz plus facilement, pour ne pas se trimballer avec son siphon à chantilly en soirée. Ça s'appelle des crackers. C'est pareil, c'est commercialisé un peu de partout. Donc on va extraire le gaz de la cartouche, le transférer dans un ballon de baudruche. Voilà pourquoi les ballons sont ici. Et on va inhaler donc son gaz. Alors, il faut cette étape de transfert dans le ballon de baudruche, elle est très importante parce que le gaz en lui-même est comprimé. Donc lorsqu'il sort, il est très froid, moins 50, moins 60 degrés. Et donc il va falloir lui laisser le temps de se réchauffer avant de pouvoir l'inhaler. La grosse différence avec ce que Fabienne nous a présenté tout à l'heure, c'est qu'ici, le protoxyde d'azote est entièrement pur. Et ça va expliquer une partie des complications qu'on va observer lors de la consommation de ce proto. Et puis voilà, je vous ai amené avec moi le modèle maintenant qui est plébiscité chez les plus jeunes, qui est la bonbonne. Hein. Donc on est passé de la petite cartouche à la bonbonne. Pourquoi ? Parce que la cartouche, certes,
passe dans le siphon à chantilly, mais il faut compter un peu moins de 1 euro par cartouche. Ici, on est sur une bonbonne qui contient l'équivalent de 80 cartouches pour 20, 30 euros. Tout dépend un peu des quantités qu'on achète. Plus on achète des quantités importantes, plus le prix baisse, bien sûr. Alors on a dit qu'on les trouvait partout. Il y a quand même une législation depuis l'année dernière. Il y a une nouvelle loi depuis le 1er juin 2021. Il y a une nouvelle loi depuis effectivement le 1er juin 2021 qui vise surtout à protéger les mineurs. Donc l'offre et la vente de protoxyde d'azote sous cette forme est interdite aux mineurs. Elle est interdite également aux majeurs dans les bars, les discothèques et les débits de boissons temporaires. Je le dis en particulier pour nos étudiants qui... Quand vous dites nos étudiants, vous pensez à vos étudiants en médecine ou en pharmacie ? Pas que, mais ils font partie des consommateurs. Mais alors eux, ils arrivent ni avec ça, ils arrivent plutôt avec ce qu'on trouve en anesthésie. Les deux, ils s'approvisionnent plus souvent avec des bonbonnes, mais il peut arriver qu'effectivement on ait du matériel qui disparaisse à l'hôpital, ça c'est déjà vu. Et donc ils organisent effectivement dans ces soirées étudiantes qui sont considérées comme des débits de boissons temporaires, de la mise à disposition de protoxyde d'azote. Avec des conséquences légales qui peuvent être graves pour l'organisateur de la soirée. En sachant qu'effectivement, on a affaire à un débit de boisson temporaire, il pourrait y avoir effectivement des poursuites. Donc c'est un message qu'on essaye de faire passer à nos étudiants. Ça serait dommage sans parler de plus, des complications. D'arrêter ses études de médecine. C'est ça. Ou ses études, tout simplement. Voilà, mais encore en plus, on est censé être bien informé de la chose. Donc, on le disait, c'est légal, même s'il y a des exclusions d'achat et qui, de toute façon, sur la consommation, il n'y a pas d'interdiction en tant que telle. Il y a quand même des communes qui ont interdit la consommation sur la voie publique, par exemple dans l'agglomération, Échirolles et Pont-de-Claix en font partie. Puis je crois qu'il y a Annecy aussi. Tout à fait. Donc il y a des communes qui ont pris des initiatives pour interdire la consommation sur la voie publique parce qu'effectivement, c'est des produits qu'on va retrouver très souvent sur la voie publique. Donc pour vous donner une idée, j'étais à Fontaine il y a pas très longtemps et effectivement, il y avait les services de la voirie de Fontaine qui étaient présents et tous les jours, c'est 10 bonbonnes comme celle-ci qui sont ramassées par les services de la voirie de la commune de Fontaine. Donc c'est des volumes qui sont quand même très importants. C'est une consommation qui est vraiment entrée un peu qui s'est banalisée. Alors, si ça s'est banalisé, c'est sans doute qu'il y a une raison. Quels sont les effets immédiats, avant de parler des risques, les effets immédiats de la prise de protoxyde ? Alors, les effets immédiats recherchés, donc c'est l'effet du gaz hilarant, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, déjà présent au XIXe siècle dans la bourgeoisie anglaise. On cherche un effet euphorisant, stimulant, un bon fou rire avec des distorsions parfois auditives et visuelles qui peuvent être associées et qui participent à cet effet de fou rire, de marade. Ça dure très peu de temps. Les effets durent 3 minutes. Même pas, 1 minute, 1 minute 30, ça se dissipe très vite. C'est à double tranchant parce qu'effectivement, on a le sentiment que le produit est safe puisque l'effet dure très peu et en même temps, on a envie de reconsommer assez rapidement et c'est pour ça qu'on arrive maintenant chez les plus jeunes à des consommations de dizaines de cartouches, voire une centaine de cartouches au cours d'une même soirée pour un même individu. Et puis le prix fait que... c'est plus facile d'en consommer. Les risques immédiats. Donc, on a un bon coup de fou rire, c'est rigolo, on voit l'autre qui vacille un peu, mais immédiatement, on peut se sentir un peu mal quand même. On peut se sentir un peu mal. Alors, le premier risque, finalement, c'est celui de brûlure, lié au fait que ce gaz est très froid lorsqu'il sort, et donc il faut vraiment laisser le temps au produit de se réchauffer dans le ballon avant de le consommer. Sans ça, on risque même de se brûler l'arbre respiratoire. Ensuite, le risque d'asphyxie, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur de ces bonbonnes, donc c'est l'équivalent d'une apnée. Donc le risque d'asphyxie se manifeste et avant celui d'asphyxie, on a ce qu'on appelle des risques liés à l'hypoxie, donc la baisse de l'oxygène présent dans le sang. Et là, il y a tout un cortège de symptômes qui sont associés. Donc ça va des vertiges à des troubles de mémoire, en passant par des vomissements, des troubles du rythme cardiaque. Donc tous ces symptômes sont liés finalement à la baisse d'oxygène dans le sang. Et vous avez répertorié des accidents graves pendant des soirées ou au moment de la prise, j'allais dire. Donc des accidents graves, effectivement, malheureusement, on en a eu à documenter. Alors
effectivement, c'est des accidents qui restent exceptionnels au regard du volume des quantités de protoxyde d'azote et du nombre de jeunes qui consomment, mais c'est quelque chose qu'on a pu tout à fait documenter. Et puis, il y a une deuxième partie qui est l'usage chronique. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe de manière un peu plus récente. Malheureusement, c'est des sujets qui découvrent le protoxyde d'azote par un effet d'entraînement en groupe au cours d'une soirée. On consomme un ballon avec les copains, etc. Et puis, parfois, on en consomme des dizaines, voire une centaine. Et puis, petit à petit, il y en a certains qui vont commencer à consommer seuls, chez eux, en dehors de tout contexte festif. Et là, on a d'autres types de complications qui vont se manifester, graves elles aussi, qui sont des complications surtout neurologiques. Pourquoi ? Parce que le protoxyde d'azote entraîne des carences en vitamine B12, et la vitamine B12 est un cofacteur essentiel de notre système nerveux. Et du coup, on a là des symptômes neurologiques qui commencent par ce qu'on appelle des paresthésies. Alors, c'est des picotements, des fourmillements qui surviennent généralement aux membres inférieurs ou supérieurs. Et puis, ça peut évoluer jusqu'à des troubles moteurs, donc des troubles de la marche, lorsque c'est les membres inférieurs qui sont touchés, ou des troubles de la préhension, on n'arrive plus à tenir dans ses mains. Et ça, c'est des complications, heureusement, rares, mais qu'on commence à voir chez des gros consommateurs, ou des consommateurs surtout au long cours de Est-ce que ce sont des consommateurs qui utilisent aussi d'autres drogues Alors, est-ce qu'il y a un effet à utiliser d'autres drogues en même temps? Alors, c'est des complications, pour le coup, qui sont très spécifiques de la consommation de proto, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, ils ne consomment pas d'autres drogues. Le grand classique, on va dire, dans un contexte festif, c'est l'association proto-alcool, qui est vraiment, je ne vais pas dire plébiscitée, mais en tout cas qui est vraiment banalisée. Mais il n'est pas non plus exclu qu'on y associe du cannabis, des TAS, tous les produits qu'on peut trouver. Est-ce que vous constatez une évolution de la consommation de proto, je veux dire d'un univers très festif où le nombre de personnes qui l'utilisent de façon chronique augmente? Alors, le nombre de personnes qui l'utilisent de façon chronique, malheureusement, augmente, mais ça reste effectivement relativement exceptionnel, heureusement, au regard du nombre de consommateurs qui est très, très important. Comment on fait pour sortir de cette dépendance? C'est comme pour n'importe quelle addictologie? Effectivement, il faut se faire aider. Si on identifie qu'il y a un glissement entre la consommation, on va dire, festive, occasionnelle, en groupe, vers vraiment une consommation chronique, une accroche, il faut effectivement ne pas hésiter à consulter. En particulier, je pense aux consultations jeunes consommateurs qui sont assez bien appropriées pour ce type de prise en charge. Donc vous retrouverez sur Drogue Info Service tous les lieux et toutes les modalités de prise en charge. Et alors, si on ne peut pas s'arrêter, alors, comment on fait pour encadrer au mieux, finalement, cette consommation? Parce que, voilà, l'idée, évidemment, c'est de ne pas commencer, c'est de ne pas tomber dedans. Mais... Effectivement, donc les mots-clés, c'est effectivement informer. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Ne pas banaliser ces consommations et puis essayer de réduire les risques. Ça, c'est très important. Alors, on n'est pas là pour faire la promotion de la consommation du proto, évidemment, mais effectivement, alors, le meilleur moyen de ne prendre aucun risque, c'est de ne pas consommer. Mais si on est face à un adolescent, par exemple, son adolescent, dont on a compris et dont on sait qu'il consomme, il va falloir essayer d'engager le dialogue avec lui, d'essayer de comprendre. Et puis, on peut tenter aussi, nous, en tant que professionnels de santé, de faire passer des messages en termes de réduction des risques. Donc, ça va être, par exemple, de bien laisser le temps au produit de se réchauffer, de manière à ne pas se brûler. Ça va être, par exemple, de consommer assis pour éviter les risques de chute qui peuvent survenir. Ça va être d'essayer de bien se réoxygéner entre chaque ballon pour laisser le temps à l'organisme. Qu'est-ce qu'on fait pour se réoxygéner? On attend tout simplement, on essaye d'espacer un maximum la prise de chaque ballon. On ne conduit pas après avoir consommé ou en consommant du proto. Ça ne fait pas partie des substances illicites au volant, ce qui signifie que ce n'est pas une circonstance aggravante en cas d'accident. Voilà, malheureusement, on a documenté un certain nombre d'accidents dans ce contexte. Et puis, effectivement, si on sent que sa consommation dérape, on n'hésite pas à se tourner vers un professionnel de santé. Vers un professionnel de santé et en espérant qu'une opération ne nous fera pas replonger. Non, quand même pas. Il y a peu de risques. Comme je vous le disais, on l'utilise de moins en moins en anesthésie. Il n'y reste quasiment plus que la pédiatrie qui l'utilise vraiment pour effectivement. Et en tout cas, ça va dans... Voilà, on essaye de plus en plus de s'en passer et ça devrait, dans les prochaines années, en tout cas, on ne devrait plus entendre parler... Alors après, plus du tout, je peux pas vous le certifier. Mais au moins, chez l'anesthésie adulte, vraiment, on a fait un sondage par voie de mail
courant au printemps. Et il y a quasiment 80% des répondants qui nous disent l'utiliser soit pas du tout, soit exceptionnellement. Donc on peut se dire que là, c'est déjà quand même passé dans les habitudes des anesthésistes de l'utiliser de moins en moins, voire plus du tout. Il y a un argument qui est important que j'ai entendu tout à l'heure, docteur, c'est le fait que c'est 300 fois plus polluant que le CO2. Donc je pense qu'un certain nombre de jeunes qui utilisent lors de soirées, de fêtes, etc., le gaz hilarant, puisque c'est comme ça que dans les soirées il est présenté, qu'ils en aient aussi conscience que ça a un vrai impact sur la couche d'ozone et sur notre planète. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très souvent méconnu et c'est aussi pour ça que je suis là, moi. C'est-à-dire d'alerter aussi sur le pouvoir polluant de ce gaz qui est assez important et surtout, il détruit aussi la couche d'ozone. Donc, il faut bien garder ça en tête. C'est un message que les addictologues font passer aussi, ce message environnement, ou pas encore? Maintenant, oui. Moi, je commence à en parler, effectivement, parce que chez les plus jeunes, il y a une vraie il y a une prise de conscience de ce point de vue-là. Donc, je ne sais pas si c'est l'argument décisif, mais on peut tout à fait en parler. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous du protoxyde d'azote. J'espère qu'on en parlera de moins en moins. Merci Vincent. Vous pouvez retrouver cette émission, ce check-up, samedi à 20h, le mardi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. Portez-vous bien et à très vite. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.